S'il vous plaît, merci de prendre place pour accueillir Michel Aglietta. Je ne vais pas vous le présenter, tout le monde connaît Michel Aglietta et l'ampleur, la diversité de ses travaux et son autorité sur des sujets extrêmement complexes, et notamment sur les sujets monétaires et financiers. Alors, ça tombe bien qu'il soit avec nous cet après-midi, parce qu'il y a des tas de choses qu'on a quand même en tant que journaliste économique ou bon observateur de la chose économique, du mal à comprendre de temps en temps, à la fois dans les discours politiques sur les monnaies. Vous avez vu que nous sortons d'une phase en Europe où on dénonçait la force trop écrasante de l'euro par rapport au dollar. Cette situation s'est apparemment inversée sans qu'on sache vraiment pour combien de temps. Mais disons que tout ce qui est impliqué par les politiques monétaires, que ce soit les banques centrales américaines, la BCE ou la Banque centrale chinoise, sont quand même difficiles à analyser. Donc c'est pour ça que nous sommes heureux de vous avoir avec nous cet après-midi pour essayer de comprendre un peu mieux ce que sont les enjeux réels de ce que certains appellent la guerre des monnaies, mais en tout cas des politiques monétaires qui sont menées aujourd'hui à travers la planète. Donc je vous laisse le floor pour un exposé liminaire. En effet, l'arène monétaire est difficile à déchiffrer, hein. C'est l'arène monétaire internationale en particulier. Et donc, je vais essayer en effet d'avancer quelques idées, disons d'arriver à faire comprendre des choses qui supposent un certain nombre de connaissances sur la monnaie. Donc, je vais être obligé de commencer par un certain nombre d'idées sur la monnaie sans lesquelles on peut évidemment rien comprendre. Et donc, ceci, vous voyez, ce titre-là dit quelque chose d'important. Le système monétaire international est un bien public. Un bien public, c'est pas du tout un marché. Un bien public, c'est quelque chose qui est commun et qui est hors du marché. En conséquence, il y a un gros problème, c'est-à-dire que le système monétaire international est là pour tenter de faire fonctionner une économie de marché globalisée, hein, par globalisation financière, mais la monnaie elle-même est hors du marché pour pouvoir le réguler. Et la difficulté, c'est qu'au niveau international, eh bien, on ne sait pas profondément, il n'y a pas de monnaie internationale au sens strict du terme. Et là, beaucoup de difficultés tiennent à ça. Donc, je commence par ça. Vous voyez, le point crucial, qu'est-ce que ça veut dire quand je dis que c'est un bien public? Ça veut dire que, pensez à l'idée suivante. Pourquoi voulez-vous détenir de la monnaie? Pas comme vous cherchez à avoir une automobile ou une télévision, etc. Ce n'est pas pour votre propre utilité. Vous détenez la monnaie parce que vous pensez que les autres vont la détenir et que lorsque vous aurez à faire un paiement, il sera accepté par d'autres. Ce qu'on appelle une externalité de réseau. La monnaie n'existe que comme un réseau. Ce réseau s'appelle système de paiement. Et le bien public monétaire, c'est le système de paiement. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. Alors, au niveau national, vous voyez que ce n'est pas trop compliqué, parce que ça nous paraît pas trop compliqué. Vous ne vous posez pas de problème de savoir s'il faut déposer avoir vos salaires payés à la BNP ou à la Société Générale ou au Crédit Agricole, etc. Pourquoi? Parce que toutes ces banques sont unifiées. Elles sont unifiées par la hiérarchie qui fait que la Banque de France est au-dessus. Maintenant, la BCE est au-dessus. Et par conséquent, qu'il existe une forme supérieure de la liquidité que tout le monde accepte et qui est celle qui est émise par la Banque centrale. Ce que vous avez en poche, les euros en poche. Vous pouvez aller partout dans la zone euro, vous êtes sûr que ça sera accepté et ça vous donne évidemment un avantage formidable plutôt que d'avoir à convertir en d'autres monnaies à des taux de change incertains. Donc cet avantage-là, c'est celui de la monnaie comme bien public. Voyez. Bon. Eh bien, au niveau international, ce bien public, il doit exister pour que les échanges internationaux puissent fonctionner, car la monnaie est universelle. Et pourtant, il n'existe pas sous la même forme qu'il existe chez nous. Encore qu'en zone euro, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, dans un espace monétaire national, si vous voulez, où il y a une banque centrale, hein, un État,
l'État garantit la Banque centrale garantit la dette publique, et par conséquent, il y a un lien organique entre l'État et la monnaie. Au niveau international, ça n'existe pas. Et par conséquent, ceci pose un problème. Comment le bien public se manifeste-t-il dans un espace à pluralité de devises, les monnaies au niveau international s'appelant des devises? Eh bien, la forme, a priori, on pourrait se dire, bah, c'est pas gênant, on va partager, il y en a qui vont faire ci, qui vont faire ça, plusieurs devises. Non. D'après ce que je vous ai dit, la liquidité doit être unique. Il faut vous accepter ce que les autres acceptent. En conséquence, si l'espace financier qui fait circuler les dettes est unifié, c'est ce qui est le cas avec la globalisation financière, il faut que la monnaie qui règle l'évolution des dettes, l'évolution des créances, l'évolution de ce qu'on appelle les actifs financiers, il faut qu'elle soit unifiée aussi. Et c'est ce qui entraîne la notion de devise clé, de monnaie supérieure, qui n'est pas donc instituée. Il n'y a personne qui dit dans le monde, le dollar, c'est la monnaie du monde. Et pourtant, les forces économiques de la nécessité d'avoir une forme unique de liquidité, supérieure aux autres, va créer la reproduction dans le temps de cette notion de liquidité exprimée par une seule devise. Et on peut même montrer des choses théoriques un peu plus précises, c'est que si mais c'est intuitif, dès lors que la liquidité doit être unique, supposez que vous ayez deux devises qui sont concurrentes pour cette fonction, qui est une. Ou bien elles ne se distinguent pas l'une l'autre, ou bien il y en a une qui est exclue, et il y en a une qui reste. Ce qui veut dire que si les devises sont concurrentes à travers les taux de change, pour la même fonction de liquidité, eh bien, il y a un processus d'indétermination du phénomène, et il faut qu'il n'y en ait qu'une qui s'impose. C'est ça c'est la clé du problème du système monétaire international. Et donc, allons maintenant à la question, donc il faut qu'il y ait une monnaie qui soit supérieure aux autres, y compris dans l'univers international. Et donc, c'est l'évolution de l'histoire qui le détermine. Pendant toute une longue période, ça a été la livre sterling, et c'est le dollar depuis les années d'après-guerre, en somme, après Deuxième Guerre mondiale. Alors, allons plus loin maintenant. Quel rôle doit jouer cette monnaie internationale? Suppose donc qu'elle existe maintenant, elle est bien exprimée par une seule devise. Quel rôle doit-elle jouer pour que ça soit efficace? Elle doit, je dis, réguler l'imbrication qui est liée à la globalisation financière. Doit circuler non seulement des marchandises de biens réels, ça c'est pas trop compliqué, mais doit circuler des montants de capitaux gigantesques qui sont en des dizaines de fois, voire centaines de fois supérieurs à ce qu'est la valeur des biens commerciaux, des biens réels qui circulent. Donc c'est essentiellement la finance qui est essentielle là-dedans. Et donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut qu'il y ait deux caractéristiques, donc que cette monnaie soit, si vous voulez, en effet unique, et soit supposée stable pour qu'on anticipe qu'elle va rester bien la même dans le futur, pour ce qui est des acteurs qui participent au système international, et aussi qu'elle puisse réguler les échanges. Il ne faut pas qu'il y ait un dérapage de pays qui deviennent de plus en plus excédentaires sans force de rappel, des pays de plus en plus déficitaires, avec le danger évidemment de créer des crises. Il faut donc qu'il y ait cette régulation des flux d'échange de façon de ce qu'on appelle les balances des paiements soient, disons, maintenues dans des écarts qui sont considérés comme soutenables. Vous ne pouvez pas avoir un pays dont l'excédent monte, si vous voulez, et gonfle sans arrêt en fonction de sa production intérieure, de la même manière que vous ne pouvez pas avoir un pays qui devient de plus en plus déficitaire indéfiniment. Et il faut donc qu'il y ait des forces de rappel. Et ces forces de rappel participent du jeu de la monnaie internationale. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut que, étant donné que je vous ai dit que c'est la finance qui domine, la finance travaille sur le futur. Ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer, quels vont être les prix futurs des biens, les prix futurs des actions,
les prix futurs des obligations, c'est-à-dire des différentes catégories de biens financiers, hein, de biens financiers qui sont dans le monde, il faut que ça puisse être anticipé correctement. Et ça, c'est très difficile. C'est ce qu'on appelle la valeur fondamentale des actifs. Pour que la régulation se fasse bien, il faut que les investisseurs financiers puissent correctement connaître, anticiper la valeur fondamentale des actifs dans l'avenir. Et enfin, il faut qu'il y ait, comme j'ai dit, ces ajustements monétaires qui évitent le cumul, disons, le cumul de déséquilibre qui ne se corrige jamais. Et bien, c'est justement ça qui ne marche pas bien. C'est ça qui ne marche pas bien et qui fait que le système monétaire international va de difficulté en période plus calme, puis retour des difficultés, etc. Alors, donc, qu'est-ce que sont les déséquilibres? Ça veut dire que si ça ne marche pas bien, c'est qu'il n'y a pas équilibre. Alors là, il y a un problème supplémentaire. Vous pouvez définir la notion d'équilibre au sens comptable du terme ou au sens économique du terme. Et a priori, ça n'a rien à voir. Au sens comptable du terme, c'est très clair. Un pays sera en équilibre dans le monde vis-à-vis des relations internationales si sa balance des paiements courants, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations, plus les produits de transfert dont on a parlé, eh bien, fait zéro sur une période de temps qui est celle où on établit les comptes, soit le trimestre, soit l'année. Au niveau économique, ce n'est pas ça du tout. Dès lors que vous êtes dans un monde globalisé, c'est la finance qui va dire ce qui est en équilibre ou en déséquilibre. En effet, les comportements d'épargne et d'investissement qui vont déterminer les flux qui vont sortir ou rentrer dans un pays. Ils n'ont aucune raison d'être communs au monde entier. C'est-à-dire, il est bien connu en particulier que les Asiatiques ont des taux d'épargne très élevés, que les Américains vivent essentiellement à crédit, avec des taux d'épargne très bas. Donc, il est assez logique qu'il y ait des excédents asiatiques et des déficits américains. Ceci est compatible avec les comportements profonds des deux sociétés. Mais il ne faut pas que ça soit, que ça dérape en excès, vous voyez, de déficit d'un côté, en excès d'excédent de l'autre. Et donc, il y a une ambiguïté dans la définition de ce qu'est l'équilibre. Et on laisse la finance juger ça. C'est elle, dans ses anticipations, qui dit « Bon, ben ça, moi, j'accepte toujours de financer le déficit américain. » Puis à un moment donné, ils vont entrer en stress. Ils vont dire « Il y a quelque chose qui va se passer parce que c'est allé trop loin et je crains une crise. » Et en revenant en arrière, ils vont provoquer la crise. Et ça, c'est un point très important. Dès lors que les valeurs futures des actifs financiers, valeurs futures de ce qui représente l'idée qu'on a de la production de l'avenir, est très mal connue, contrairement à ce que disent un certain nombre de gens qui disent la finance est merveilleuse, elle sait toujours le futur. Eh bien, du fait que c'est très mal connu, vous avez des périodes d'engouement euphorique vers certaines catégories de placements et des périodes, au contraire, de stress avec des retours en arrière extrêmement forts des capitaux, et à ce moment-là, vous êtes en situation de déséquilibre. Alors, les déficits sont évidemment les plus fragiles. Pourquoi? Parce que qui dit déficit dit qu'il y a dette, et quand vous avez dette, vous avez une menace de ne pas rembourser les dettes. Donc, les pays excédentaires semblent plus tranquilles que les pays déficitaires. Pensez à l'Allemagne aujourd'hui par rapport à tous les autres pays de la zone euro, de l'Europe du Sud notamment, y compris nous. Les Allemands sont en excédentaire, ils sont des acteurs qui accumulent des avoirs sur l'étranger. Nous, on accumule des dettes sur l'étranger. Et évidemment, c'est eux qui dirigent le jeu parce que dans ces situations de fragilité, c'est le créancier qui l'emporte sur le débiteur. Ça, c'est du déséquilibre. Et vous voyez que le déséquilibre peut être créé par le créancier. Si le créancier veut absolument continuer à accumuler des avoirs, il va mettre les débiteurs dans une situation impossible. C'est qu'a été le cas de la Grèce, évidemment, mais pour l'Europe, c'est aussi le cas de l'Espagne, enfin de l'Italie, pendant tout ce qui s'est passé depuis la crise, propre à la zone euro, tient à cette polarisation entre créanciers et débiteurs. Donc vous avez deux types de déséquilibres, certains qui sont produits par des excès d'endettement, d'autres qui sont produits par la rigidité de l'ajustement. L'ajustement ne se fait pas parce qu'il n'y a pas de contrainte sur ceux qui sont excédentaires.
Ça, c'est crucial, parce que c'est ça le système monétaire international. Il doit faire ça, il y arrive mal. Alors, pourquoi il y arrive mal? Parce qu'il est hybride. C'est un hybride bizarre. Vous avez des monnaies qui ne sont pas liées au dollar, c'est-à-dire que le taux de change est flexible. Hein? C'est-à-dire c'est les monnaies des grands pays qu'on appelle devises convertibles ont des taux de change flexibles. En conséquence, a priori, ils ne sont pas liés au dollar. Le prix relatif de notre monnaie, l'euro, par rapport au dollar, il est commencé à 1,16 pour 1 euro à l'origine, descendu à 0,85, remonté à 1,60, maintenant il est retombé à 1,10. Donc vous voyez, on est très très loin d'avoir une stabilité quelconque dans ces relations monétaires. Et puis vous avez beaucoup de monnaies dans le monde, la plupart, qui sont accrochées au dollar en termes de taux de change. C'est-à-dire, elle dit, nous voulons rester, alors plus ou moins avec des marges si vous voulez, de tolérance hein, que les gouvernements ont décidé. Certaines sont totalement, comme par exemple le dollar de Hong Kong, lui c'est totalement fixe. Le yuan, c'est pas tant fixe que ça, et de plus en plus, il laisse une certaine amplitude, mais essentiellement, ces monnaies sont accrochées au dollar. Et la plupart des monnaies des pays émergents sont accrochées au dollar. Donc ce système, vous voyez, est hybride. Et donc, ça, c'est une première caractéristique. Et elle entraîne cette coexistence de deux types de déséquilibres. Vous pouvez avoir en même temps une forte instabilité d'échange entre les monnaies qui sont à change flexible, hein, et qui sont donc concurrentes les unes des autres. Je vous ai parlé des fluctuations de l'euro depuis 2000. Et d'autres qui sont proches, mais à ce moment-là, ça accumule des déséquilibres financiers quantitatifs, c'est-à-dire dans la balance des paiements, le dollar monte, mais en même temps, il y a des déficits qui s'accumulent sans arrêt, et puis de l'autre côté, des excédents. Donc, il y a vous voyez, le système monétaire international marche mal parce que les deux conditions qui étaient essentielles, c'est-à-dire avoir des taux de change qui ne soient pas trop incertains, de façon à pouvoir permettre le calcul économique, hein, le calcul des prix, la compétitivité, c'est quoi ma compétitivité, dans quel pays je dois aller, etc. Si le taux de change bouge de manière considérable, vous n'y voyez plus rien, hein, c'est le brouillard total par rapport à la compétitivité, ça ne fait pas les ajustements, et vous avez en même temps ces déséquilibres qui s'accumulent. Et le système dans lequel on a, ce système hybride, est de ce type, et maintenant on va passer à ces deux choses. Montrer qu'est-ce que ça veut dire quantitativement, simplement, que le dollar est la monnaie dominante, hein, et ensuite, vous allez voir comment les déséquilibres font. Eh bien, pensez à l'avantage d'avoir une monnaie, donc le premier rôle de la monnaie internationale, c'est d'être ce qu'on appelle véhiculaire. En effet, si vous avez 151 pays dans le monde, bon, c'est à peu près ça, qui ont une monnaie, vous voyez que s'il n'y avait pas une monnaie tierce à partir de laquelle on passe, c'est-à-dire pour faire une transaction entre un pays A et un pays B, il fallait un marché d'échange direct entre A et B, eh bien, il y aurait 11 000 marchés d'échange. 11 000 marchés d'échange qui seraient nécessaires pour pouvoir convertir directement le baht thaïlandais qui est supposé ici par rapport au réal brésilien. Si au contraire vous avez une monnaie véhiculaire unique, vous descendez à 150 marchés d'échange. C'est ce qu'on appelle une réduction massive des coûts de transaction. Et là, ça vous donne un premier avantage, évidemment, d'avoir une monnaie auquel tout le monde fait référence. Rappelez-vous, un bien commun, la monnaie bien publique. Là, voilà une caractéristique du bien public, de simplifier extraordinairement l'ensemble des transactions de change et donc le comportement qu'on a dans l'économie internationale. Donc, au lieu d'échanger directement du baht thaïlandais contre du réal brésilien, ce qui coûterait très cher, pour l'importateur thaïlandais qui doit payer des importations au Brésil, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter des dollars, il va payer en dollars, et c'est l'exportateur brésilien qui va convertir ces dollars directement en réal. Et le coût va en être énormément réduit. Ça, c'est un avantage d'une monnaie internationale qui est massif. Et donc, ça permet en particulier des marchés liquides. Vous voyez que s'il fallait le nombre de transactions pour aller du baht thaïlandais au réal brésilien est faible dans une période de temps donnée, ce qui veut dire qu'il suffit que tout d'un coup, il y ait une export supplémentaire, ça vous ferait varier le change d'une manière énorme. Deuxième avantage, beaucoup moins de volatilité dès lors que vous passez par la monnaie véhiculaire.
Donc, les exportateurs et importateurs, ils gagnent énormément. Alors, vous voyez les différences entre le dollar. Vous voyez, prenez la partie du haut, parce que les différences d'échelle a fait qu'on était obligé de mettre 2 échelles. Prenez la partie du haut. Vous avez 3 monnaies essentielles, dollar américain, USD, l'euro et le yen japonais. Quel est le poids qu'ils ont en termes de transaction de change? Une transaction de change, évidemment, elle est comptée 2 fois, c'est-à-dire, dans une transaction de change, il y a une monnaie d'un côté et une autre de l'autre, hein, puisque c'est... Ce qui veut dire que la somme ne fait pas 100%, elle fait 200%, puisqu'il faut multiplier 2 fois. C'est-à-dire que si une monnaie était pour 100%, hein, si une monnaie allait jusqu'à 100, ça voudrait dire qu'elle serait utilisée dans toutes les transactions internationales, hein, qu'elle serait le véhicule unique qui est l'intermédiaire entre n'importe quelle autre monnaie. Et vous voyez que le dollar n'est pas très loin. Hein, le dollar est utilisé dans 87%, hein, donc il est très proche de 100. L'euro, le second, il a monté, vous voyez, il a baissé évidemment. Entre 2008, 10 et 2013, vous avez 2 années, le bleu c'est pour l'année 2010, le 13 c'est pour l'année le rouge c'est pour l'année 2013. Donc, vous voyez la différence énorme. Le dollar est utilisé dans 87 fois sur 200, hein, alors que le maximum possible c'est 100, qu'il soit d'un côté ou l'autre d'une transaction internationale, hein, et l'euro 33, puis 39. Et le yen presque pas, hein, beaucoup moins. Voilà l'écart. Voilà ce que veut dire une monnaie dominante utilisée comme liquidité vis-à-vis de l'ensemble. Je ne parle même pas des autres parce qu'ils sont beaucoup plus faibles. Deuxième importance qui montre à quel point donc, les transactions se changent, là on a repris ce que je viens de dire dans le précédent, vous voyez qu'il y a bien d'autres choses qui font que le dollar domine. Le nombre de monnaies qui sont ancrées, 72 monnaies sont ancrées sur le dollar, 26 monnaies sont ancrées sur l'euro, le yen pratiquement pas. Et le point important, c'est les réserves de change, c'est-à-dire ce que les banques centrales détiennent en devises étrangères qui leur sert à gérer leur propre système monétaire par rapport aux contraintes, aux variations des relations avec l'étranger. Hein. Donc les réserves de change, c'est évidemment si vous voulez, la force importante d'un pays. Un pays, plus il aura de réserves de change, plus il aura évidemment un degré de liberté important vis-à-vis des fluctuations, vis-à-vis des chocs qui viennent dans l'économie internationale. Un pays qui est privé de réserves de change, alors il accepte à ce moment-là d'avoir des changes flexibles, mais il y a le danger de change flexible qui perturbe énormément les choses si le change varie énormément. Sinon, il est très embêté. Il devra emprunter les réserves pour pouvoir gérer son change. Alors, vous voyez que le nombre de monnaies ancrées sur le dollar étant important, il faut évidemment beaucoup de réserves de change en dollars. Et vous voyez que le dollar a plus de 60% des réserves de change mondiales. L'euro, qui pourtant en a 24%, et le yen 4%. Et les différences sont énormes. Alors, et vous voyez que ça n'a rien à voir avec la taille des économies. Certes, l'économie américaine est très grande, mais l'économie de la zone euro dans son ensemble est très grande aussi. Hein. Et donc, ça n'a rien à voir avec les caractéristiques internes, économiques de l'économie. C'est cette propriété que la liquidité internationale doit être unique. On doit se rapprocher le plus possible de l'unicité, mais bien qu'il n'y ait pas institutionnellement une monnaie mondiale, eh bien vous voyez en quoi est-ce que cet écart se manifeste, c'est cette fonction de liquidité qui se manifeste ici, indépendamment manifestement de la taille et de la force économique d'un pays. À partir du moment où elle a été instaurée comme telle dans le passé, bien sûr. Quand le dollar a été instauré monnaie dominante, c'était le pays qui était économiquement dominant. Il l'a été à Bretton Woods en 1944. Mais ensuite, ça reste comme ça, malgré le déclin relatif de l'économie américaine dans le monde. Parce que cette fonction de liquidité est absolument cruciale si on veut que l'économie mondiale reste unifiée. Alors, pourquoi il y a échec? Donc ça, c'est donc la caractéristique du système monétaire international actuel. Et je l'appelle semi-étalon dollar parce que la fonction de liquidité est bien assumée par le dollar, mais sur le plan de l'ancrage des changes, il y en a
certains qui sont dedans et d'autres qui ne sont pas, qui acceptent l'échange flottant. Et par conséquent, c'est un semi-étalon. En termes d'étalon des taux de change, il n'est moins, si vous voulez, dominant qu'en termes de liquidité. Alors, à quoi sert la globalisation financière? On pourrait dire à rien du tout, si on considère l'économie réelle. Vous voyez là un travail qui a été fait par un économiste américain, Roderick, et un économiste indien, Subramanian. Ils ont regardé comment la progression de la globalisation financière, est-ce qu'elle avait un effet sur la croissance. Pour voir ça, il faut le voir sur une période assez longue. Ils ont pris 20 ans. Et donc, vous avez ici un ensemble de pays. Pour chaque pays, on regarde son taux de croissance moyen sur les 20 ans. Hein, et on regarde, qu'on porte ici en ordonnée, et on regarde ce qu'on appelle l'intensité de son ouverture internationale, c'est-à-dire on prend la somme de ses actifs sur l'étranger et de ses dettes vis-à-vis de l'étranger, divisé par 2, hein, pour avoir ça, et pour rapporter au PIB. Ben, vous voyez qu'il n'y a aucune relation croissante. On pourrait espérer, tout au moins c'est ce que vous dit l'idéologie, hein, que plus de globalisation financière, ça fait plus de croissance. Vous voyez que vous ne voyez rien. C'est une horizontale. Vous en avez partout des points, et donc il n'y a pas de corrélation, il n'y a pas de relation. Pareil, on pourrait se dire, ce qui compte, ce n'est pas le niveau de l'ouverture financière, mais ça peut être la variation de l'ouverture financière, le delta. Hein. Eh bien, ça fait la même chose, c'est une horizontale, donc c'est un problème qui se pose, quoi. Hein. Vous avez une poussée énorme de la finance, et cette poussée énorme de la finance n'a pas eu d'effet en tant que tel sur la croissance mondiale. En revanche, et on revient à la Chine, si on met des contraintes de capitaux, mais qu'on sélectionne la catégorie de flux financiers qu'on accepte, le Chinois accepte de l'investissement direct étranger. Il accepte les multinationales qui sont porteuses de productivité, qui sont porteuses de progrès techniques et qui donc vont féconder l'économie chinoise. En revanche, des mouvements bancaires dans un sens, dans un autre, des spéculations sur les actions, etc., perturbent totalement le jeu, ce qui fait qu'au niveau global, ben, vous voyez, vous ne trouvez plus rien du tout. Et donc, on a là, évidemment, le gros problème de la nature de la globalisation financière à partir du moment où elle n'est pas contrôlée. Et les pays qui la contrôlent ont été capables de tirer, en effet, un avantage de croissance. Par contre, ça fait d'autres choses qui sont extrêmement dangereuses. Vous voyez, la globalisation connecte ce qu'on appelle les marchés d'actifs, c'est-à-dire les marchés boursiers dans le monde, les marchés immobiliers dans le monde, et, d'une certaine manière, les marchés obligataires. Mais prenons ces deux gros marchés d'actifs, là, qui font la richesse. Hein. Quand ils gonflent, ils font une richesse formidable. Quand ils se dégonflent, ils font des pertes énormes pour les gens qui les détiennent. Ces marchés d'actifs, le degré de corrélation, ça indique quand augmente de 10%, mettons, vous voyez, quand augmente de 10%, si vous avez ici le 0,8, quand augmente de 10% la bourse américaine, la bourse du reste du monde, les bourses du reste du monde augmentent de 8%, indépendamment de la situation économique des pays. Alors, c'est extrêmement dangereux, évidemment, hein, parce que ça crée des phénomènes cumulatifs de bulles. Tout le monde va investir en bourse, parce que, oui, la bourse américaine donne le là, tout le monde investit en bourse parce que la bourse américaine monte. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on aboutit forcément à des bulles spéculatives sur les marchés d'actifs. Ça, c'est une conséquence de la globalisation. Aujourd'hui, nous sommes à peu près dans une situation où on est entré, d'après les indicateurs qu'on a, dans la zone de bulle, à la fois pour l'Europe et pour les États-Unis. Parce qu'on est monté à 0,9, hein, ça s'arrête ici à 2008, maintenant ça a monté encore. C'est-à-dire les bourses sont encore plus corrélées depuis la crise qu'elles ne l'étaient avant. Donc, quelque chose d'extrêmement dangereux lié à la globalisation financière. Elle n'aide pas à la croissance. Par contre, elle crée évidemment des phénomènes de bulles qui s'amplifient dans le monde entier au lieu de rester propre à un pays. Et elle crée un énorme endettement. Un énorme endettement. Ici, vous avez, c'est des données très récentes de McKinsey. Hein. C'est dur en effet de le lire, c'est tout le problème, hein, mais je vous indique quelques éléments. C'est-à-dire que là, ce que vous avez, c'est la dette par rapport au PIB d'un ensemble de pays
qui sont aussi bien des pays développés que des pays émergents. Vous voyez par exemple que la France est l'un des pays les plus... alors, qu'est-ce qu'on mesure comme dette? On mesure la dette non financière, c'est-à-dire vous laissez tomber de côté le système financier qui fait de l'intermédiation de façon à ne pas avoir des doubles comptes. Vous prenez la dette des ménages, des entreprises et du secteur public. Donc toute la dette du secteur non financier. Vous la rapportez au PIB et vous regardez ce qui se passe. Vous voyez que la France est l'un des pays les plus endettés du monde avec une dette globale, hein, la somme de ces trois-là, de 280% du PIB, 2,8 fois le PIB. Hein. Notre dette a atteint 2,8 fois le PIB en 2014. Donc c'est récent. Et le point intéressant, c'est que la dette, vous avez tous entendu parler de la grande vague spéculative qui a mené à la crise financière, hein, de 2007-2008, avec l'effondrement des secteurs immobiliers dans plein de pays. Bon. Mais on aurait pu penser qu'après une crise financière, il y allait avoir un désendettement. Eh bien, vu globalement, l'endettement a continué à monter aussi fortement après la crise qu'avant la crise, quand je vous parlais de ce que c'est qu'un dysfonctionnement majeur d'un système. Au lieu d'être régulé par une crise, c'est mauvais d'être régulé, mais au moins d'être régulé, c'est-à-dire qu'il y ait un désendettement après qu'on ait eu une crise de surendettement. Eh bien, on continue. On continue. D'où on prépare évidemment les crises financières futures, de cette manière-là. Alors, bon, je ne redonne pas tout le détail, mais le point intéressant, c'est que certains pays, donc la dette totale a monté partout. Mais dans certains pays, il y a eu des transferts de forme de dette à l'autre. Bon, partout, il y a eu une augmentation de dette publique pour sauver les banques. Sinon, je vous signale que tout le système financier se serait effondré à l'automne 2008. Complètement. Si les banques centrales et les États n'avaient pas pris en charge la totalité des systèmes financiers, ils s'effondreraient totalement. Étant donné l'imbrication qui représentait les risques des uns sur les autres en chaîne, etc. Et donc ça a entraîné que la dette publique a monté beaucoup. Mais la dette publique n'a pas monté pour des raisons, comme on le dit, de gestion budgétaire, etc. La dette publique a monté énormément pour sauver le système financier et donc l'économie dans son ensemble. Mais au moins dans certains pays, ceci a permis de faire baisser la dette des acteurs privés. C'est le cas des États-Unis, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas du Royaume-Uni. Mais en France, vous ne voyez pas ça, mais dans tous les pays développés, la somme de la dette entreprises et ménages de la France, et c'est la France ou le pays où elle a le plus monté depuis la crise. 30% de plus de dette en portion du PIB par rapport à ce qui était avant. Donc la France est un des pays les plus fragiles, mais par la dette privée. Alors qu'on ne fait que regarder, les gouvernements ne font que regarder la dette publique. Donc les erreurs sont massives, hein, et les conséquences, évidemment, sont graves. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis la crise, vous avez une énorme montée de la dette dans les pays émergents. Cette dette était mise en dollars. Et donc le danger d'une évolution importante du dollar est évidemment considérable. Une hausse rapide du dollar, comme elle commence à s'être manifestée, peut avoir des conséquences considérables sur un certain nombre de pays émergents très endettés et par conséquent déclencher une crise à partir de pays émergents. Nous sommes vraiment dans une situation où les banques centrales en particulier sont inquiètes. Mais elles sont inquiètes, mais le système monétaire international n'est pas réformé pour autant. Hein. Et donc, on va comme ça de crise en crise, qui est donc la caractéristique de ce système. Alors, l'autre élément, donc les dettes augmentent, quelle que soit la situation économique, hein, c'est ce qu'on vient de voir. Deuxièmement, les fluctuations du change sont énormes, en effet, entre les monnaies qui ne sont pas, je vous ai dit, entre les monnaies qui sont à change flexible, qui ne sont pas ancrées sur le dollar, vous avez des fluctuations énormes de change, celles qui sont indiquées dans le graphique de gauche. Oui, quand vous avez des périodes d'énormes montées du dollar, avec des pointes, des retombées du dollar, mais qui atteignent des 40-50% en termes réels en plus. Hein. Et donc, pas seulement en termes nominal, mais une fois compte tenu des différences de prix entre les pays, en termes de ce qu'on appelle réels. Et vous voyez que essentiellement, quand le dollar va dans un sens, les deux autres grandes monnaies
l'euro et le yen vont dans l'autre sens, hein, ça correspond à cette polarisation liée à la liquidité. Et ce qui se passe tout récemment, c'est une remontée du dollar dont, point d'interrogation, est-ce qu'elle va créer un cycle du dollar de la même manière que vous avez les cycles, vous voyez pour la courbe verte ici, hein, ces cycles du dollar de la période des années 80 puis de celle du début des années 2000, on a l'impression qu'on est reparti dans un grand cycle du dollar. Et rappelez-vous, un cycle du dollar crée une distorsion des prix dans l'économie mondiale, donc perturbe énormément le commerce, et il crée aussi une augmentation des déficits globaux, les deux à la fois, hein, traduisant le fait que le système ne régule rien, en fait. Hein. Il va de cycle en cycle. Et donc ici, on ne le voit pas encore, mais on ne le voit pas encore sur la balance des États-Unis, vous voyez en vert, les États-Unis, du fait de la crise, donc vous voyez ce qui s'est passé dans les années 2000, avant la crise, le déficit américain ne fait que monter, hein, un déficit qui monte, c'est une courbe qui baisse, hein, puisque là vous avez les valeurs négatives. Le déficit américain n'a fait que monter jusqu'à des niveaux extraordinaires, en 2006-2007, justement, en créant à ce moment-là le fait que le déséquilibre était intenable et qu'il a déclenché la crise financière, alors que maintenant, le danger, il est dans la zone euro. Vous voyez à quel point la zone euro, qui était assez proche de l'équilibre dans les années 2000, c'est la courbe bleue en tiret, a maintenant un excédent qui monte de plus en plus, et en plus, le pire, c'est qu'un seul pays fait l'excédent, c'est-à-dire l'Allemagne. L'Allemagne absorbe, si vous voulez, par une épargne excédentaire gigantesque, tout l'excédent et pose des gros problèmes à ses partenaires qui sont en déficit dans une situation de zone euro en excédent. Donc la polarisation qui existe au niveau mondial entre le dollar et donc les déficits de qui est lié au dollar et puis les excédents des autres se multiplient en zone euro par l'énorme différenciation, l'énorme polarisation entre les excédents allemands et les déficits des autres, en particulier de la France. Donc on est dans un système qui est vraiment fondé sur du sable, quoi, hein. Mais alors pourquoi est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il tient? Il tient dans les crises, de crise en crise, pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les banques centrales prennent le pouvoir sur l'ensemble du système financier dans les situations de crise, injecte, si vous voulez, une inondation de liquidités, et cette inondation de liquidités absorbe, empêche que les dettes se réduisent. Donc vous n'avez pas de crise de dette massive, puisque alors que les banques étaient en faillite, on a fait en sorte qu'elles ne le soient pas, par le sauvetage par les banques centrales. Et donc, grâce à ce sauvetage périodique, le système continue à fonctionner dans le déséquilibre, hein. C'est comme ça qu'il faut penser le caractère du système monétaire international. Alors vous voyez d'ailleurs ce que je vous disais sur le rôle de la liquidité dans les situations de crise. Ce qui est plus important, il ne faut pas regarder d'une certaine manière entre les pays, mais à l'intérieur de chaque pays, vous avez trois situations. La variation du cours de change, plutôt le rendement de la monnaie par rapport à un benchmark, un repère qui est le DTS, droits de tirage spéciaux, qui est une moyenne de monnaie. Par conséquent, c'est bien pratique pour voir en quoi une monnaie a été en dessus ou a été en dessous. Regardez ce qui se passe. Le dollar est particulièrement apprécié, il va en dessus, hein, lorsqu'il y a des crises sévères. Plus les crises sont sévères, plus on va chercher le dollar, parce que le besoin est la liquidité absolument, hein, vis-à-vis de tous les autres. Et vous voyez au contraire qu'énormément de monnaies subissent des pertes énormes de sortie de capitaux, et donc des pertes énormes de change dans les périodes de crise sévère. Vous voyez que les périodes de crise sévère ont des mouvements de change complètement différents des périodes normales, traduisant bien la signification du déséquilibre du système monétaire international. Voilà, et bien donc bon, alors c'est pas la peine que j'aille plus loin en disant que ça vient du capitalisme financier, tout ça. J'en ai parlé tout à l'heure assez bien, et donc il me reste combien de temps? Eh bien, plus beaucoup. Et combien? Des 4h30. 4h30, ben on va arrêter là. Voilà.